Bonjour tout le monde, bonjour et Bonjour. bienvenue à tous. Bonjour. Merci d'être présents pour ce nouveau café live. Pour les pilotes de projet, écrivez-nous dans le commentaire bonjour si vous nous recevez bien et si tout se passe bien de votre côté. Donc merci d'être présents encore une fois pour ce nouveau live. Le café habituel pour les pilotes de projet, une initiative de blog gestion de projet que vous connaissez désormais bien aujourd'hui. On ouvre un sujet de fond, souvent évoqué, mais sans être réellement adressé, c'est comment faire progresser la maturité collective en gestion de projet, en tenant compte des réticences qui freinent ou qui diluent cette progression. Dans de nombreuses organisations, effectivement, l'investissement dans la gestion de projet est réel et des démarches sont lancées, les outils sont déployés à l'échelle de l'organisation, des formations sont proposées en gestion de projet. Il y a de nombreux projets qui sont gérés, des équipes qui travaillent avec des outils. Pourtant, la gestion de projet n'est pas toujours arrivée à maturité, ou en tout cas, elle n'est pas appliquée au niveau collectif, donc elle reste souvent l'affaire de quelques chefs de projet isolés. Donc cela interroge directement la capacité d'une organisation à piloter, arbitrer, aligner et capitaliser. Pour y parvenir, encore faut-il que les perceptions soient partagées, qu'on parle le même langage au sein d'une organisation, que les rôles soient justement compris et que les réticences rencontrées soient traitées comme des signaux et non pas comme des anomalies. Donc je vais lancer un petit sondage pour l'aspect interactif. Je vois déjà une main levée. Ça me montre que vous êtes déjà entré en interaction avec le live, c'est bien. Alors, je lance un petit sondage. Quel est le niveau de maturité en gestion de projet au niveau de votre organisation? Et hop, vous pouvez y répondre. En temps réel, on verra les réponses. Voilà, je vois déjà un niveau 4, un niveau 1, c'est en train de bouger. Niveau 3, ça prouve que le sujet vous parle bien, en tout cas. Donc, cela, a été conçu comme un panel réflexif nourri d'expériences variées qui seront partagées par 5 panélistes experts intervenants qui vont apporter chacun son regard issu du terrain pour éclairer la problématique sous un angle différent. L'objectif étant de faire émerger des pistes utiles tout en considérant la complexité vraiment du sujet. Donc, Christophe Delalangue, expert en gouvernance DSI et pilotage de portefeuilles internationaux, va intervenir sur l'importance d'ajuster les pratiques projets au contexte et à la culture de l'organisation. Mirvet Entimet, PMO senior, formatrice et animatrice du podcast Projetez-vous, va aborder les leviers humains pour faire progresser la maturité. Reda Chefi, consultant en gestion de projet et transformation digitale et fondateur de Morit SCS, tu me corrigeras après, va expliquer comment transformer les réticences en engagement durable. Yasmina Chemao, coach professionnelle facilitatrice et formatrice projet, fondatrice de emotia.com, va présenter le rôle du PMO dans la structuration et la diffusion de la culture. Et pour compléter le tableau, Tanguy Le Dantec, formateur et coach en management de projet et en leadership, donc va avoir le mot de la fin pour parler de l'arrêt de projet comme acte de pilotage stratégique. Donc restez jusqu'à la fin pour écouter les différentes perspectives. Vous aurez l'occasion de réagir tout au long du webinaire en posant une question après chaque intervention. Je pourrais représenter la voix de pas mal d'entre vous pour poser des questions aux différents intervenants. Le format est donc volontairement court, bien entendu, pour voilà, 1 heure pour aller à l'essentiel. Donc, soyez direct et préparez vos questions tout au long du webinaire. Je vous donne la parole, vous, chers intervenants. Et Christophe Oui, prendra la mer première merci, parole. merci Sarah et bonsoir à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, Sarah m'a déjà présenté. En fait, j'ai commencé par la gestion de projet, il y a déjà un certain temps, notamment avec une certification du PMI et j'ai ensuite évolué sur la partie de gestion de portefeuille et de PMO
et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la partie, internationale et multiculturelle. Et donc aujourd'hui, je vais je vais m'intéresser au degré de maturité et comment, customiser un petit peu cette approche. Et Bah, Mirvette, un merci, petit mot? merci Sarah. Bonjour à tous. Moi, c'est Mirvette Mtimed. J'ai une expérience significative en tant que chef de projet PMO dans plusieurs industries et secteurs. Je suis formatrice à la gestion de projet en milieu professionnels et à des étudiants à l'université. Je forme notamment à la certification PMP. Effectivement, j'ai ce podcast Projetez-vous qui va guider les chefs de projet PMO pour la gestion de projet, mais aussi acculturer à la gestion de projet. Et j'accompagne et je coach justement les chefs de projet PMO qui veulent prendre un nouveau poste et qui veulent avoir la bonne posture et créer dès le début un professionnalisme qui va être remarqué. Bienvenue à vous tous. Merci Mirvette. Reda? Merci Sarah. Donc Reda Chefi. Moi aussi je suis un peu comme Mirwet, j'ai une triple casquette. Casquette de consultant en gestion de projet transformation digitale où j'interviens auprès des entreprises de 440 en général en tant que PMO senior. J'interviens aussi en tant que formateur en gestion de projet agile et hybride auprès d'entreprises, mais aussi auprès d'universités telles que la Sorbonne ou Cambridge Business School. Et puis, j'ai une troisième casquette qui est de coach professionnel, où j'accompagne les cadres et en particulier les gestionnaires de projets à évoluer dans leur carrière, que ce soit en transition ou pour aller chercher un nouveau poste. Voilà. Je laisse la Merci parole à Yasmina. Reda. Bonjour à tous et toutes. Je suis enchantée de voir qu'il y a vraiment des personnes dans la communauté connectées de partout dans le monde. C'est très, très enthousiasmant d'être réunis autour de ce sujet qui nous passionne tous. Alors moi, je suis Yasmina. J'ai travaillé plus de 20 ans dans l'industrie et autour de la gestion de projet. Et aujourd'hui, et depuis 3 ans, j'ai créé mon propre cabinet d'accompagnement des dirigeants, des managers et des ressources humaines pour les aider à réussir leurs projets stratégiques, complexes. Et selon moi, les projets sont d'autant plus complexes qu'il y a de participants, de cultures différentes. Et donc, j'ai plusieurs casquettes dans mon métier d'aujourd'hui, coach professionnel, mais aussi facilitatrice de l'intelligence collective. Je suis aussi formatrice et puis j'ai aussi une casquette de PMO stratégique ou de chef de projet à temps partagé dans des entreprises plutôt de l'industrie et des services. Voilà, donc je suis très heureuse d'être parmi vous et je Bonjour passe à la tous. parole à Tanguy. Merci Yasmina. Alors moi, je ne vais pas faire très original, hein. Je suis formateur consultant en management de projet, ce qui est quand même assez logique, avec comme particularité, c'est effectivement, je suis formateur consultant, je suis également coach comme Reda, et puis thérapeute. Il n'y a pas de lien entre la thérapie et le management de projet, mais des fois, c'est un peu compliqué, donc ça peut le faire. Je suis plutôt spécialisé, moi, pour les projets stratégiques sur des ETI et des grands comptes, et effectivement plutôt dans le secteur pharma, puisque là où j'habite, il y a pas mal d'activités dans le domaine. Et je suis ravi de participer à ce café avec des intervenants que je connais pour la plupart, avec qui j'ai plaisir à travailler quand l'occasion se présente. Et merci Sarah pour l'accueil et l'organisation de ce café. Avec plaisir, merci. Et, je vois d'ailleurs les résultats sur les niveaux de maturité, que le niveau 3 revient en grande partie, donc c'est la proportion la plus élevée, suivi du niveau 4, donc ça nous rassure du choix, ça nous réconforte dans notre décision aujourd'hui de traiter la problématique de la maturité de la gestion de projet. J'espère que vous aurez des questions pertinentes. Je donnerai donc le premier mot à, donc bien entendu, Christophe, qui va commencer à nous présenter ses idées. Oui, alors en parlant donc, du niveau de maturité, il y a un constat, c'est quand on a de l'expérience en gestion de projet, qu'on fait éventuellement des certifications
On a tout un tas de choses en tête et en fait, on aimerait bien avoir quelque chose, très organisé, très mature et dans la vie réelle, on se trouve parfois face à des choses un petit peu plus compliquées. Donc il faut, toujours tenir en compte, prendre en compte l'histoire de l'organisation, le domaine d'activité. Tanguy commentait, sur la pharmacie. La pharmacie, en général, a un degré de maturité assez élevé, par exemple, par rapport à l'agroalimentaire, où l'agroalimentaire est un petit peu en reste. Les télécoms, la finance sont en général aussi relativement, matures. Donc ça, c'est une chose. La culture de l'entreprise également, qui est liée au secteur d'activité ou pas. Mais c'est un facteur à prendre en compte et un point un petit peu, négatif qui sont les traumatismes du passé. Car qu'est-ce que j'appelle un traumatisme? Bah, tout bêtement, une tentative, de déploiement d'un outil PPM ou d'un outil de gestion de projet qui s'est mal passé. En général, ça laisse des traces, voire des cicatrices et après c'est un petit peu plus compliqué, d'augmenter la maturité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, donc, la les méthodologies de gestion de projet, il y a énormément de choses. Il faut y aller pas à pas. Donc il y a des socles de base. Dans le socle de base, c'est, définir, des templates de base, des documents de base, des choses simples, qui doivent être, digérées par les gens, prises en compte. Ça doit devenir des mécanismes, des automatismes et à partir de là, ensuite, à partir de ces fondations, on peut construire et une deuxième chose à faire une fois qu'on a fait les fondations, c'est ce qu'on appelle les fameux quick wins, c'est-à-dire des petites choses au niveau de la méthodo qui vont aider beaucoup les gens. Très clairement, c'est automatiser des reports, par exemple, centraliser, les risques et les problèmes, des choses comme ça qui permettent ensuite aux gens de travailler mieux et plus facilement. Le dernier point, c'est, des pauses. On ne peut pas demander aux gens de tous les 3 mois d'assimiler des nouvelles procédures, des nouveaux process. Il faut parfois laisser les gens digérer un petit peu les choses, incorporer les méthodos pour qu'ensuite on puisse repartir et qu'à la limite les gens, soient demandeurs. Dire: «Ah ben on a des choses bien, mais maintenant on peut faire mieux». C'est très intéressant que les gens commencent à demander la méthodo, parce que ça veut dire que ça a été digéré. Et c'est un lien justement avec le kaizen qui est l'amélioration continue. L'amélioration continue ne doit pas venir simplement du management ou du PMO, mais quand elle peut venir, des propres, chefs de projet, voire des équipes, c'est encore plus intéressant parce que ça sera ils vont se l'approprier. Un 2e point, qu'il faut aussi accepter, c'est les erreurs de parcours. Parfois, on veut aller trop vite et ça bloque. Parfois, on veut, mettre en place, par exemple, une gestion de modification, des projets d'une manière, beaucoup trop, contraignante et il y a un rejet. Donc il faut accepter les erreurs. Je veux dire, il faut peut-être faire une erreur très rapidement, reculer et ensuite s'adapter, toujours en fonction du contexte, et de l'entreprise. En parallèle, bien qu'on ait ces idées de traumatisme, de faire des pauses, des erreurs, il faut que, au niveau du management de l'entreprise, que ça soit du PMO ou des responsables de projet, qu'on ait en tête un roadmap sur plusieurs années dans lequel on définit des blocs et que ces blocs, en fonction des opportunités, on les mette en place. Il faut toujours avoir, je dirais, une vue à moyen et long terme et savoir où on va. Et cela, on le fait avec un petit peu de benchmarking. Donc on a tout un tas d'organisations comme le PMI, comme Prince qui permettent de montrer les meilleures pratiques dans d'autres entreprises. On peut faire des comparaisons. Au niveau des PMO, on a tout un tas d'outils qui peuvent mesurer le degré de maturité du PMO et à partir de là, on alimente notre roadmap. Donc ici, je dirais que heu, le message, c'est vraiment ce qu'ils disent en anglais, c'est to tailor, c'est-à-dire faire vraiment à façon. C'est, pratiquement, je dirais c'est un petit peu exagéré, mais de la haute couture. C'est-à-dire que chaque Adapté. Mmh. voilà, adapté, oui. Chaque PMO sera, adapté à la culture de l'entreprise, au contexte, au secteur d'activité et donc adapté, customisé et pas en fonction de je dire des modes parce on a des modes, en ce moment on parle beaucoup de value management. C'est intéressant, mais ça peut ne pas s'appliquer à une entreprise. Il faut voir où on en est.
Et sous-jacent à tout ça, quelque chose qui est essentiel pour, que ça soit les chefs de projet, mais également les parties prenantes. Je pense qu'il faut investir dans la formation. Les quand on Parce que c'est parfois un petit peu, les méthodologies, c'est quand même parfois un petit peu, je dirais, très dense. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui ont préparé une certification PMP, c'est parfois très indigeste, il faut le faire par petites parties, mais il faut le faire et c'est important d'avoir un concept de base, de comprendre pourquoi on fait telle chose, d'où ça vient, quelles sont les théories qui sont derrière tout ça. Je pense que ça donne de la crédibilité, ça donne de la confiance aux chefs de projet. Ça crée au sein de l'entreprise des ambassadeurs, des gens qui vont, montrer le bienfait d'une méthode de gestion de projet, l'intérêt de le faire, d'être plus efficace. Et au niveau des équipes, hein, quand les équipes comprennent l'intérêt de suivre, un système de baseline, un système de gestion de modification, pourquoi il faut étudier les risques en amont, pourquoi il faut enregistrer les risques et les problèmes, ça permet d'avoir des équipes, plus efficaces. Un point important dans la formation, c'est, bien sûr insister sur une formation très sérieuse et détaillée des chefs de projet et de l'équipe projet, mais aussi des autres parties prenantes. Je dirais principalement le sponsor et le management. C'est intéressant d'avoir des petites formations rapides, mais leur faire comprendre pourquoi on fait du projet et comment faire du projet. Parce qu'on a parfois des surprises, ça m'est arrivé qu'on me demande: «Mais à quoi ça sert un sponsor?» Donc quand on est à ce niveau-là, à quoi ça sert un sponsor? Il faut se poser des questions. On se dit: «Là, il y a un message qui n'est pas passé, les gens n'ont pas compris», donc c'est bien de prendre, quelques heures, ou créer un petit, e-learning qui permette aux gens de comprendre et de comprendre la valeur ajoutée d'une approche projet. Et une fois que les gens ont compris cela, c'est pour eux, je veux dire, c'est une compétence individuelle qui leur permet, même si ce sont des gens qui font pas du projet à 100, ils vont incorporer certaines, approches et ils vont être plus, je dirais, plus efficaces. Ils vont trouver l'intérêt dans les méthodes, de projet. Pour que la formation se fasse bien et que la connaissance soit transmise, Mmh. aujourd'hui, on doit utiliser plusieurs méthodes de formation. Il y a la formation, je dirais, en salle, il y a la formation en webinaire, à distance. On peut penser à de l'e-learning où chacun, évolue à son rythme. Il y a le système de wiki qui peut être des répertoires en interne où Mmh. on donne toute la documentation. De plus en plus, on a des outils très simples qui permettent de faire des tutoriels vidéo, c'est-à-dire qu'on fait un webinaire où on enregistre, par des outils vidéo, les déplacements sur l'écran pour certains outils et ensuite on laisse aux gens, en accès, libre service. Enfin, ne pas oublier, de fournir de la formation pour les outils, que ça soit l'outil PPM, que ça soit des outils de ticketing comme ServiceNow ou d'autres, puisque très souvent les chefs de projet ont besoin d'utiliser ces outils pour, faire des demandes d'activité, des demandes de mise en service de systèmes, donc qu'ils puissent maîtriser ça correctement, que ça ne devienne pas rébarbatif, ça ne devienne pas quelque chose qui leur fait perdre du temps. Et également tout ce qui est demande d'achat et outils financiers, c'est souvent un point assez critique pour les chefs de projet de comprendre comment est-ce qu'il Mmh. faut faire une demande d'achat, comment on approuve, comment on suit cela. Donc en résumé, il faut, des une approche de la formation avec pour faire une transformation individuelle des gens, parce que c'est en formant les gens, en les conduisant au changement qu'on arrive à, changer l'organisation. Mmh. Alors merci pour cette présentation Christophe. Moi j'ai noté déjà une, question de la part de Mehdi qui dit: «Est-ce qu'il y a des descriptions qualitatives des niveaux de maturité?» Alors oui, on a le PMI au niveau du PMO a un concept de value ring, qui permet de faire, une sorte de vérification du niveau de maturité. Il y a le système qui est plus, des systèmes équivalents à la partie développement du, CMMI qui permet aussi de faire des vérifications et des évaluations du niveau de maturité. Je pense que ce qu'on peut faire, Sarah, plus c'est après Mmh. peut-être passer des références exactes,
avec des liens qui permettent aux gens de faire des Oui, sortes de checklists, en fait. oui, tout à fait. C'est utile de le faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent venir soit de vous, spectateurs, ou peut-être d'un autre panéliste ou un ajout? Je pense qu'il y a une question qui est importante, c'est faut-il former les membres de la direction? Christophe l'a un petit peu évoqué. Christophe, peut-être que tu peux réinsister dessus, Oui, oui, parce que c'est ça souvent c'est un point critique ouais. Là, et qui peut créer c'est des boulets. souvent oublié, mais le chef de projet, bon, même en supposant que le chef de projet reçoive un projet bien cadré avec un budget, avec un planning au départ, il aura immanquablement besoin de faire appel aux sponsors du projet, aux clients et éventuellement à sa hiérarchie. Et on a parfois des surprises de voir que les gens comprennent pas, en fait, ce qu'on leur demande. Le sponsor, c'est, bah, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui doit supporter le projet, qui doit aider le chef de projet à prendre des décisions, qui doit prendre des décisions. Et si son rôle n'est pas bien défini, dans Mhm. des questions, parfois, il y a des décisions à prendre qui sont au-dessus de la responsabilité du chef de projet. Et c'est là que parfois on prend du temps, puisqu'il faut d'abord, d'une part, il faut expliquer au sponsor qu'est-ce qu'il doit faire, et ensuite il faut aussi lui fournir les informations nécessaires. Donc je pense que c'est des formations très simples, hein, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être un e-learning que les gens vont regarder quand ils ont le temps. Et c'est important de faire Mhm. comprendre aux gens et la différence aussi. J'avais un cas justement, ce matin, la différence entre ce qui est projet et ce qui est opération, pour que les gens comprennent la différence et quelles sont les priorités. Mhm. Mhm. Oui, et j'ai vu une question passer, comment se départir de la routine du fonctionnement de l'organisation ou comment se défaire peut-être de la routine du fonctionnement de l'organisation pour adopter une gestion de projet? Donc là, ça nous amènerait peut-être à la perspective de Mirvette par rapport à l'acculturation, à la gestion de projet. Donc ça, c'est un autre aspect effectivement. Effectivement, sauf si vous avez d'autres questions, on peut donc poursuivre avec l'idée de Mirvette qui peut prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Ben, allons-y. Alors moi, je vais vous parler justement Mhm. des diagnostics, comment diagnostiquer quand on a un manque de maturité en gestion de projet et ensuite comment réagir face à cela. Donc souvent, ce qu'on peut voir dans des organisations qui ne sont pas matures, c'est une de ces problématiques comme les processus ni réfléchis ni adaptés. On avait parlé tout à l'heure avec Christophe du Taylorisme, c'est pas one size fits it all. Donc, des fois, les gens mettent des processus parce que c'est à la mode, parce que c'est ISO, parce que voilà, ça va nous ramener une certification. Mais il faut vraiment, je pense, on a énormément de processus, énormément d'outils qui nous sont donnés par Prince2, par le Project Management Institute, qui sont des standards. Mais c'est vrai que s'ils ne sont pas compris, s'ils ne sont pas bien adaptés, ben, franchement, ça ne sert à rien du tout de les faire. Ça va juste augmenter la résistance justement à la gestion de projet. Des budgets et un planning non maîtrisé, c'est-à-dire que souvent on voit ça, on avance en fait, on est en train de découvrir le projet, les projets avancent à vue. Je dirais ça qu'ils avancent à vue et puis quand il y a une modification, on ne sait pas comment elle va impacter le budget, puis on arrive souvent à des dérives très 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 conséquentes, voilà. Des silos et des retards non identifiés, c'est sûr que si on n'a pas bien planifié, eh ben, on va avoir aussi des attentes, soit du fournisseur, soit d'une personne qui est indisponible pendant une semaine. Voilà. Donc, c'est toutes ces dérives-là qui sont non expliquées. L'avancement aussi, j'ai remarqué ceci, c'est que quand quelqu'un veut savoir où en est le projet, le chef de projet peut lui répondre ou même les équipes. Attends une semaine, je vais voir ça et puis je vais mettre à jour tous mes reporting, tous mes tableaux de bord et puis je reviens vers toi dans une semaine pour te dire où on en est exactement du projet, des budgets, du planning. Et puis, bah, des ressources qui ne sont pas optimisées, des ressources
qui ne travaillent pas aussi efficacement que escompté. Et donc, pour reconnaître une entreprise où il y a de la maturité, c'est une communication transparente et fluide, c'est des plannings et des budgets maîtrisés, des parties prenantes qui sont satisfaites. Ça aussi, je reviendrai, j'ai un petit exemple là-dessus, une vision comprise et partagée, un alignement des projets sur la stratégie. On parlait tout à l'heure de value management, Christophe me parlait, mais des fois, on fait des projets, on ne sait pas pourquoi on les fait. Et puis, des fois, même la valeur, il apporte plus de valeur, mais on continue de les faire. Donc, ça, ce sera aussi Tanguy qui va en Mhm. parler. Et ça fait que ce sont des projets qui ne sont pas alignés avec la stratégie. Un meilleur taux de réussite de projet, on peut arriver jusqu'à 70% de réussite de projet, alors que sans gestion de projet, le taux est beaucoup plus bas. Il est entre 30 et 50 suivant la maturité du secteur. Et puis, une meilleure allocation des ressources, c'est plus fluide. On sait on a un planning peut-être sur 6 mois, sur 1 an. Et donc, nous, ce qu'on va voir ensemble là dans ces prochaines petites minutes, c'est justement comment nous, à notre niveau, comment les organisations, la direction peuvent faire passer, peuvent faire augmenter l'objectif maturité. On a eu la question tout à l'heure, et même passer d'un niveau 2 à un niveau 3 ou d'un niveau 3 à un niveau 4, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, quand on est chef de projet, PMO, qu'on connaît bien toutes les standards, on est des fois, on écoute des lives blog gestion de projet ou on lit des articles et puis on est certifié PMP. Quand on veut mettre en place des simples processus comme une charte de projet, des réunions régulières avec le client, un tableau de bord qui va suivre l'activité, qui va suivre les dépenses, on se retrouve face à des murs. Genre, les processus, cela me prend du temps. Moi, la théorie, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez d'ailleurs des phrases comme ça qu'on vous a déjà dit ou que vous avez vous-même dit, hein, parce qu'on a tous fait cette erreur à un moment de dire euh, on a toujours fait comme ça, je suis expert, donc pour moi le projet va découler, je sais ce que je fais de toute façon. Ça, c'est une autre phrase qu'on peut entendre. Dites-moi s'il y a d'autres phrases que vous entendez régulièrement, ou bien c'est normal pour un projet qu'il y ait du retard et un dépassement de budget. Ça arrive tout le temps comme ça dans les projets. Ou bien, comme je vous disais, là, le chef de projet ou les équipes qui disent, je peux faire un état de l'avancement que la semaine prochaine, je dois regarder où on en est du projet. Donc, on ne sait pas à l'instant T. euh, à l'instant Tout T. est prioritaire. Voilà. Je vois d'ailleurs dans les commentaires, je suis PMO depuis 3 mois et j'ai beaucoup de difficultés avec les chefs de projet. Est-ce que justement il y a des phrases que vous entendez le plus souvent qui vont ressortir ces difficultés? Donc, N'hésitez pas à partager. Et exactement. effectivement, j'ai beaucoup vu la formation remonter. Comment est-ce que je m'assure que l'équipe est bien formée? Qui porte d'ailleurs la formation? Est-ce que c'est le PMO? Est-ce que c'est les ressources humaines? Donc, il y a une grande question concernant la formation et j'imagine que c'est différent d'une structure à l'autre. Mais on est bien d'accord que c'est plus déjà une acculturation à la gestion de projet, une diffusion des bonnes pratiques à l'échelle de l'organisation. Après, les moyens peuvent être différents. Et puis Et on puis, passe à la slide suivante. Là, je vous donne quelques petits tips, vous en tant que chef de projet ou PMO. La slide, voilà, celle-ci. Donc, ce sera votre posture et votre leadership. Et puis tout à l'heure, Christophe parlait de Kaizen, mais il y a l'accompagnement conduite du changement. C'est-à-dire que moi, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé, qui a, qui a fait un slide de 50 pages où il a mis tous les processus qu'il fallait mettre en place dans l'entreprise. Il a tenu 3 jours dans la nouvelle entreprise parce que oui, il avait la connaissance, il connaissait tous les processus, mais les gens n'étaient pas prêts à rajouter aujourd'hui, du jour au lendemain, une vingtaine de processus. Et c'est puis, lourd. j'ai eu une de mes coachées qui est arrivée et elle a juste rajouté un truc. Elle a mis en place un kick-off et une réunion de projet hebdomadaire. Et là, le client qui était super réticent, donc c'est une partie prenante, et les équipes qui ne savaient pas du tout par quel bout prendre le projet, ont décidé
était beaucoup plus rassuré. Le client était rassuré. Il avait envoyé un super mauvais mail 2 semaines avant l'arrivée de ma chef de projet. Et là, il était serein parce qu'elle lui avait tout présenté, juste en mettant en place le kick-off qui n'existait pas et la réunion de projet. Donc, vous observez, vous analysez, vous écoutez. Ensuite, vous planifiez une mise en place graduelle. Donc, une roadmap, comme disait Christophe. Et puis ça dépend des budgets. Je pense qu'un chef de projet ou un PMO doit allouer du temps à ceci, à mettre en place les bons processus parce que ça lui fera gagner du temps par la suite du projet, en fait. Donc, si le début, tout est bancal, il vaut mieux le mettre en place. Et ensuite, rajouter un outil wow, comme je vous ai dit, le kick-off. Adresser les résistances et puis former l'équipe. Et surtout, le sponsor, le management doivent être embarqués, doivent être convaincus que ce que vous faites a un sens, que ça leur fera gagner du temps, ça fera gagner des ressources, qui seront satisfaits. Je pense que ce sont les 3 arguments qui font qu'on devrait tous passer en organisation mature en gestion de projet. Voilà pour ma partie. Alors, j'ai vu juste pour compléter, on entend des phrases, donc je lis dans le chat, on entend des phrases comme le PMO, c'est juste de la gestion administrative des projets, ou encore le PMO intervient pas vraiment dans la gestion de projet, et même on peut s'en passer. Jusqu'ici, on a toujours réalisé les projets sans PMO, Oui, donc mais créer je un vais PMO, c'est intervenir juste. dedans. Oui. J'ai eu un PMO, c'est du flicage. J'ai eu un PMO, on dit qu'on n'a pas de budget, mais vous avez alloué des PMO. Moi, en tant que PMO, j'ai entendu toutes ces phrases-là. Et en fait, après, c'est les résultats qui comptent. Et donc, l'effet waouh est vraiment très important dès le début. Donc, trouver un Non, outil avec un effet waouh. non, dans 2 minutes. Il y a eu la phrase que j'ai entendue, c'est PMO pipo. Donc là, C'est vache. là, c'est clair, c'est un petit peu dur, mais c'est toujours pareil, l'important, c'est que le PMO, les gens qui font partie du PMO ou la personne PMO, heu, apportent des choses aux autres. C'est-à-dire qu'il faut comme, dire, il y a des endroits où le PMO, c'est vraiment du flicage, où en fin de compte, les gens se contentent de demander au chef de projet, le rapport de la semaine. Si c'est pas le rapport est pas prêt le vendredi soir, on les relance le lundi. C'est un des rôles, mais c'est pas le plus important. Il faut Oui. justement apporter de la valeur aux gens pour qu'en échange, ils vous en apportent. Je crois qu'il y a du donnant-donnant et ensuite expliquer Mhm. pourquoi, on met un PMO en place, quel est l'intérêt parfois Exactement. d'avoir, des rapports, Oui. montrer que tout ce qui est fait au niveau d'un chef de projet, il est ensuite reporté et que toutes ces petites briques, en fait, eh ben, elles font la fondation des bonnes prises de décision dans l'entreprise. Mhm. Juste pour Exactement. Oui. compléter ce que dit Christophe, j'ai une petite formule. Moi. Les PMO, c'est très facile de savoir s'ils ont de la valeur ajoutée ou pas. Et il y a de tout dans les PMO. L'assistance administrative, pas très valeur ajoutée, au PMO stratégique. C'est en gros, si le PMO n'est pas là, que les chefs de projet sont malheureux, c'est que vous faites bien votre boulot. Si jamais vous n'êtes pas là et que les chefs de projet sont en moque, c'est que vous n'avez pas la valeur ajoutée suffisante. Donc, c'est un bon critère de performance du PMO. Et un PMO, c'est un boulot qui se fait un peu sur mesure. C'est à vous de le construire. On ne va pas vous le donner. C'est à vous des crédits vis-à-vis des chefs de projet. Donc, il y a de tout, effectivement. Parole d'ancien PMO. Mhm. Là, ce que je Merci pour vos peux ajouts. rajouter par rapport à ça, c'est que le PMO, parfois, un métier un peu mal compris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de l'expliquer aux équipes. Une fois qu'ils ont compris, bah, elles sont reconnaissantes et elles voient véritablement la valeur ajoutée que vous avez sur le projet. Moi, pas plus tard que ce matin, il y a une collègue qui m'a écrit, mais remercier de toujours leur rappeler les bons processus et de les rappeler à l'ordre pour qu'ils fassent leur devoir. Donc, parce qu'elle avait bien compris notre rôle, que c'était d'avancer le projet, et voilà, et de mettre de l'huile dans les engrenages. Et pour finir, un bon PMO, en fait, c'est quelqu'un qui gère bien les projets du portefeuille avec l'alignement stratégique et on observe un palier que les projets ne peuvent pas dépasser 70% de réussite s'ils ne sont pas priorisés stratégiquement. Donc, tous ces reportings que les chefs de projet font permettent au PMO et à la direction de prendre les bonnes décisions et d'avancer. Donc, pour moi, c'est le mot Et de la d'ailleurs, on va creuser un peu plus le point avec l'expérience de Yasmina juste après Reda. Et Reda, donc, tu faisais bien de prendre la parole. C'est toi qui donc continue sur Merci, Sarah. l'aspect des réticences. Donc, moi, je vais prendre le côté d'aspect des réticences. Comment on peut en faire un levier collectif?
Ce qui se passe dans pas mal de projets auxquels j'ai eu l'occasion de participer, c'est que ce que je remarquais sur le terrain, c'est qu'il y avait des équipes qui étaient compétentes, on avait les outils, les process, et ce qui se passait, c'est que les équipes, des fois, elles levaient le frein, elles voulaient pas travailler, elles voulaient pas faire avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait une incompréhension du pourquoi. Pourquoi elles faisaient ce projet-là? Donc, et ce qu'elles se disent, on entend souvent ces phrases-là, encore un projet imposé par le haut, c'est-à-dire par le COMEX directement, sans qu'on leur dise pourquoi ils font le projet. Ou bien, il y a des personnes qui vont vous dire, ce n'est pas clair pour moi, je ne vois pas ma place dedans. Qu'est-ce que je vais apporter à ce projet-là? Et d'autres personnes qui peuvent dire, on n'a pas le droit à l'erreur, donc on se méfie. Donc, et voilà, il y a toutes ces réticences qui sont invisibles et qui empêchent la maturité collective du projet. En fait, tout ça, ce que ça va révéler, c'est que globalement, le problème, c'est pas vraiment la méthode. C'est voilà, c'est un manque plutôt de transparence, de lisibilité, de légitimité, et puis aussi surtout d'incarnation de projet. C'est-à-dire qu'on n'implique pas autant les chefs de projet ou bien les collaborateurs qui font eux le projet. Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est voilà, pour au lieu de gérer les réticences, il faudrait commencer par écouter ce qu'elles nous disent. Écouter les équipes, écouter leurs problématiques, essayer de comprendre, voir ce qu'elles veulent réellement et comment on peut réellement les impliquer dans le projet dès le début. Tu peux aller sur la slide suivante, Sarah. Et donc moi, globalement, ce que je vous propose là sur cette seconde slide, c'est voilà, un levier plutôt assez simple euh, dont je me suis un peu inspiré au niveau du PI planning. La méthodologie SAFE, c'est ce que j'appelle la rétrospective stratégique élargie. Et donc, globalement, ce que je propose de tester, c'est de mettre en place une sorte de rituel un peu collectif, tous les 2, 3 mois. Voilà, où on fait une réunion globalement sur PIA Planning, c'est plus large, mais là, voilà, on va être plutôt sur un format assez court d'1 heure, avec 3 profils réunis, donc les opérationnels du terrain, un décideur et puis le PMO ou le pilote de projet. Et l'objectif de cette rétrospective, voilà, ça va être un peu de faire un brainstorming pour faire émerger les décalages de perception des personnes qui sont directement sur le terrain, celles qui exécutent. Voilà. On va essayer de valoriser leurs victoires, on ne voit pas, pour pouvoir les mettre en avant, que ce soit par rapport à la direction ou aux autres collaborateurs. Et puis, l'objectif final, après, c'est on va vraiment essayer de réaligner et de donner du sens à projet pour chacun de ses collaborateurs, qu'il sache pourquoi il fait ce projet. C'est un peu comme vous lancez un business ou que vous allez faire un travail, vous avez besoin de votre why. Cette chose qui vous dit et qui vous... Voilà, je sais pourquoi je fais ça. Et donc, pas mal de personnes sur différents projets, elles ne savent pas pourquoi elles font ce projet-là. Donc, le but, c'est vraiment de leur donner ce why, ce pourquoi. Donc, ce que ça va apporter comme transformation, c'est, premièrement, on va créer un espace de dialogue où on va pouvoir discuter entre les différents niveaux, donc du sponsor, du pilote de projet et puis des opérationnels terrain. On va donner un rôle à toutes les parties prenantes, donc elles vont savoir le rôle qu'elles ont sur le projet, pourquoi elles interviennent et pourquoi elles le font. Et puis, on va atteindre un certain niveau de maturité collectif sur lequel on pourra capitaliser par la suite. Et globalement, quand chacun peut s'exprimer sur un projet, c'est voilà, il va dire ce qu'il pense et là, il va commencer à s'y reconnaître et finalement s'y engager. Moi, je le vois aujourd'hui, par exemple, on voulait créer un processus pour, je vous donne l'exemple, c'est un exemple réel que j'ai animé cet après-midi un workshop où on voulait créer un processus build to run, c'est-à-dire faire le passage entre les business experts qui sont sur le projet et ceux qui sont sur le run. Donc on a fait un workshop, on leur a donné la parole et c'est eux-mêmes qui ont construit le projet, le processus. Pourquoi? Pour qu'ils se sentent impliqués, pour qu'ils se sentent écoutés. Et ils ont proposé des idées qu'on a pris en compte et au fur et à mesure, on a réussi à construire un début de processus qu'on va par la suite implémenter pour faciliter le passage du build vers le run. Mais voilà, c'est un exemple concret du fait d'impliquer les opérationnels dans le projet et qu'ils sachent pourquoi ils le font. Voilà. Est-ce que vous avez des Merci questions, des pour... compléments? Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, tu nous as présenté le levier de la rétrospective élargie, créer le dialogue, pardon, Voilà. valoriser les apports de chacun. Donc, on renforce un peu le sens du projet par ce biais. Et peut-être qu'on pourrait s'intéresser sur la question de euh,
dans les contextes où la parole est peu habituelle et peu valorisée, par où commencer pour ce type de rituel, pour que ce soit perçu comme légitime et utile? Effectivement, ça. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Non, moi, je peux rebondir Reda, sur ce que tu dis. Bien sûr, Yasmina. La rétrospective, en effet, je te rejoins complètement. C'est sans doute le rituel agile, hein, il faut le préciser. Mhm. C'est un rituel qui vient de l'agilité, des pratiques agiles. En agilité, on appelle même ça une cérémonie. Donc, c'est dire que Mhm. c'est important. Et c'est sans doute le rituel que je préfère, moi, dans la vie d'un projet. Quand le cadre est bien posé, quand on met un cadre qui est sécurisant pour les équipes, c'est-à-dire avec de la confidentialité aussi sur ce qui peut être prononcé par les équipes, Exactement. quand elles parlent d'elles-mêmes, je veux dire, pas du contenu du projet, mais quand elles parlent de ce qu'elles ressentent, de leurs difficultés, très personnel, alors on habitue l'équipe à demander de l'aide, à parler de ses difficultés et ça renforce, je pense, la solidarité dans l'équipe projet, y compris avec son sponsor, y compris avec son Effectivement. comité de pilotage. Il existe des dizaines, des centaines, peut-être même je les ai pas tous référencés, mais des templates de rétrospective et Mhm. vraiment, je rejoins Reda. C'est vraiment un rituel sur lequel ça vaut le coup de monter en compétence, que l'on fasse du projet d'ailleurs ou pas. C'est un Ouais, rituel qui est très, très adapté pour la vie d'équipe en général. exactement. Donc, Pour créer un esprit merci d'équipe. d'en parler, Reda. Pour moi, c'est un rituel pépite, quoi. Ouais, tout à fait. Ça permet aux équipes Yasmina, oui. de mettre en place des points d'amélioration, comme tu dis, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais aussi de dire ce qu'elles ressentent. S'il y a de la frustration, s'il y a de la colère, s'il y a des... Voilà, aussi parler de leurs émotions aussi, en toute transparence et en toute bienveillance. Exactement. Oui, tout à fait. Et Yasmina, tu peux nous parler du PMO? Nous en avons parlé comme vecteur de culture du projet. À toi Oui, la alors, parole. Je lance un sondage alors en parallèle d'ailleurs. oui, alors peut-être, commencer par rappeler, ce que c'est un PMO, très brièvement. Donc, ça désigne, 2 choses, en anglais. Ça désigne soit le bureau des projets, donc Project Management Office, ou la personne qui travaille dans le bureau des projets, ou parfois qui travaille dans un service avec ce rôle-là et qu'il n'y a pas de bureau des projets en tant que tel. Dans ces cas-là, on l'appelle un Project Management Officer. Et donc, moi-même, j'ai occupé ce rôle depuis 2015. J'ai eu l'occasion de pratiquer ce rôle-là. Et évidemment, moi, je fais partie dans le sondage que vous avez reçu de la team PMO, c'est-à-dire que j'ai pu découvrir à travers mon expérience que ce rôle-là dans l'entreprise était clé dans l'atteinte et la réussite des objectifs stratégiques des projets. Alors j'ai choisi le chat, mais qui n'a pas toutes les qualités d'un PMO. Le chat est hyper indépendant. Attention, le PMO ne doit pas travailler tout seul. Il est là pour éviter le chaos, pas pour le créer. Et donc, il doit avoir un très bon relationnel avec tout le monde dans l'entreprise. Il n'a pas besoin de cape de super-héros, hein. Son rôle préféré, c'est pas de sauver les projets qui ne vont pas bien, comme souvent on fait, on l'appelle quand il faut amener quand c'est le moment de la sirène d'alarme. Le PMO, que ce soit le bureau ou la personne qui travaille, préfère être appelé au moment du cadrage du projet, voire même au moment où le comité exécutif ou le comité de direction doit prioriser des initiatives projets. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincue que ce rôle-là est important dans l'entreprise parce que bien souvent, au niveau du comité exécutif, des comités de direction, il y a trop de projets dans les portefeuilles de projets. Donc, pourquoi j'ai choisi le chat Parce que il
prend de la hauteur, n'est-ce pas? Il n'est pas là pour, c'est pas un gratte-papier en fait, hein. Il préfère prendre de la hauteur, sur un arbre et voir, avoir une vue aérienne sur les projets, tout en retombant ensuite sur ses pattes au sol. Mais il n'est pas là pour remplir des templates, renseigner des plannings dans un outil de gestion de portefeuille. Il est là pour faire en sorte que les équipes projets s'alignent, fassent en sorte qu'on parle la même langue. Alors vous m'excuserez, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit jeu de mots avec les langues de chat, qui sont un petit biscuit que j'adore. Si vous ne connaissez pas, en France, on en trouve. Vous pouvez taper langue de chat sur Google. Et puis, évidemment, il est là pour faire en sorte que les équipes métiers arrêtent de courir partout à la recherche du bon template, de la bonne information, etc. Donc, il est censé avoir une vue, en tout cas, transversale des projets stratégiques de l'entreprise. Est-ce que tu peux passer sur le slide suivant? Alors, il est là aussi pour faire en sorte que cela ne soit pas celui qui crie le plus fort au comité de direction, qui voit ses projets avancer. Et oui, vous devez tous connaître ça, hein, parfois, on a dans des comités de direction, des personnes qui sont plus extraverties, qui vont s'exprimer de manière, on va dire, plus assertive que d'autres, voire plus agressive que d'autres. Et donc, il y a parfois, on commence à faire activer les projets, mais qui ne sont pas forcément les projets qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. Et donc, c'est là qu'on se retrouve parfois avec des équipes qui entrent en résistance parce qu'on ne prend pas en compte les paramètres qui sont importants pour les équipes. Et Christophe, tu en as un petit peu parlé. Dans l'accompagnement au changement, eh bien, il y a un paramètre qui est le temps. Bien souvent, on veut que les projets aillent trop vite, alors que les équipes ont besoin de temps pour accepter ce changement, pour intégrer les changements. Et ça, c'est important de le considérer. Et donc, le PMO peut aussi accompagner les équipes sur tous les outils pour accompagner le changement dans les métiers. Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la courbe de conduite du changement. Vous pouvez chercher sur Google la courbe du deuil de Elisabeth Kubler-Ross. Et ne serait-ce que prendre conscience qu'on traverse tous des émotions différentes pendant la vie d'un projet permet d'entrer en empathie avec les personnes qui sont dans les projets et d'éviter de se comporter avec eux comme si on devait les traîner, les tracter. Moi, je préfère parler d'ailleurs d'accompagnement au changement que de conduite du changement. Vous êtes d'accord avec ça autour de la table, hein? Faites-moi des petits pouces là si vous êtes OK. Yasmina, c'est un commentaire au niveau de la conduite, effectivement, du pilotage de changement que j'ai entendu récemment. Et Ouais, c'est vrai que ça fait une différence, quoi, parce qu'il faut accompagner. Que piloter un changement, c'est déjà trop, enfin, c'est trop fort. C'est presque, exactement, on peut pas imposer un changement. Heu, exactement. C'est il presque intrusif faut en fait. voilà, Mmh. voilà, il faut Mmh. accompagner, il faut une certaine fermeté quand même, parce qu'autrement, si Mhm. on s'arrête aux résistances, c'est compliqué, mais il faut effectivement accompagner le changement, l'expliquer et pas le piloter. Tout à fait. Donc, en fait, dès qu'on adoucit la démarche et la façon dont on s'adresse, en fait, aux équipes, eh bien, la résistance diminue forcément parce qu'on est là plus en agent, intervenant, en donnant des repères aux équipes que, en personnes qui voulons absolument amener les équipes d'un point A à un point B. Essayez vous-même, enfin, en tout cas, moi-même, je l'ai déjà vécu, même quand on prend une décision soi-même de changer quelque chose dans sa vie, hein, par exemple, on décide de changer d'entreprise, on décide de changer peut-être de statut, et bien même quand cette décision elle est complètement assumée, pour autant, tout le monde traverse, on traverse tous toutes les étapes de cette courbe du changement. Donc, il faut se rendre compte Et dans ce qu'on ne contexte, je vois une question intéressante. Comment développer la communication ou une communication claire dès le début du projet pour avoir la même compréhension?
du projet donc au fil de l'eau? Alors, ça, c'est hyper Peut-être une important. astuce? Le Mmh. PMO, il est aussi finalement, garant d'avoir un langage, commun. J'en parlais un petit peu en disant: «On parle la même langue, la langue de chat». Donc en fait, qu'on parle le même langage projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un comité de pilotage? C'est quoi son petit raccourci? Bah, dans certaines entreprises, c'est copil, dans d'autres, on va déjà appeler ça un copro. Alors, c'est important qu'il y ait quelque part un glossaire de tous les termes, liés à la gestion de projet et je dirais même un glossaire pour chaque projet une fois qu'on rentre dans les spécificités, d'une thématique, en fait, hein. Si par exemple, je fais un projet digital, je vais pas avoir tout à fait le même vocabulaire sur mon Mmh. projet que si je fais un projet, qui est en lien avec la construction d'un nouveau bâtiment. Donc, il faut comprendre que pour bien pouvoir bien communiquer, il faut prendre le temps de faire ce glossaire-là. Parce qu'il y a plein de gens qui n'oseront pas vous poser la question et vous demander: «Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça?» Donc, ça c'est dommage, mais c'est la réalité. Est-ce que tu Mmh. peux passer au slide, Oui. suivant? Donc on parle justement du PMO qui a un rôle transformateur. Exactement. Donc, pour moi, le PMO, il a un rôle stratégique, il a un rôle transformateur et c'est un vrai levier pour développer la culture projet, faire grandir, tous les étages de l'entreprise et accompagner les contributeurs, des projets. Donc, par contributeur, j'entends aussi bien le sponsor du projet, que, la personne des métiers, qui va intervenir, ponctuellement sur le projet. C'est vraiment une formation qui devrait être, donnée à toutes les personnes de l'entreprise, qui sont, en tout cas qui contribuent à des projets, quitte à faire cette formation avec des niveaux de profondeur différents. Par exemple, dans l'entreprise où j'ai travaillé pendant assez longtemps, eh bien, nous avions un format de 2 heures, qui était un format de sensibilisation aux outils et aux templates de la gestion de projet et au glossaire basique. Et puis, après, nous avions un format de 3 jours, pour des personnes qui, sont contributeurs majeurs sur des projets. Pour un public comme un comité de direction, bah, moi je pense qu'une journée minimum, il y a de la matière à faire. J'ai même envie de dire qu'on peut aller au-delà d'une journée, parce que, ben, le comportement des membres du comité de direction doit être exemplaire. Il doit être exemplaire afin que leur comportement puisse être un modèle, pour toutes les autres, personnes, de la hiérarchie et qui font aussi du projet. Hem, voilà, donc moi je suis partante d'un ruissellement et que ça concerne toutes les strates de l'entreprise. Est-ce que tu peux revenir au slide d'avant rapidement? S'il te plaît. Donc c'est pour ça que j'ai mis attention sur le positionnement dans l'entreprise. Évidemment, si le PMO, il est pas rattaché au bon niveau, dans l'entreprise, eh bien, il aura un rôle moins stratégique et donc, il pourra être perçu avec moins de légitimité dans l'entreprise. Il faut qu'il soit aussi au courant des enjeux stratégiques de l'entreprise, il faut qu'il soit au courant des autres projets, programmes de l'entreprise. Donc, le positionnement est important et en plus, il a la vertu de développer la culture de la collaboration transversale, puisque lui, il a un peu une casquette neutre et il va créer du lien entre les équipes, entre les différentes divisions ou business units de l'entreprise. Il a plusieurs postures, plusieurs casquettes, un peu finalement celle que j'ai aujourd'hui dans mon activité d'indépendante. Il va être, formateur, il ou elle d'ailleurs, hein, bien entendu, c'est un poste qui est pas réservé qu'aux hommes donc la PMO, va être, formatrice, facilitatrice, pouvoir organiser des retours d'expérience de projet, des rétrospectives. Elle va aussi pouvoir accompagner pendant une durée, de projet, en tant que chef de projet, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de piloter un certain nombre de cadrages de projets stratégiques. Donc voilà et puis son rôle, c'est aussi de challenger et coacher les pilotes de projet sur leur posture, leurs compétences humaines, leur leadership. Mais pour faire tout ça, il faut que le PMO ait lui-même travaillé sur lui,
sur sa posture, sur sa connaissance de lui-même, sur ses forces, sur ses travers. Et ça demande d'avoir la capacité d'être ouvert et se remettre en question. Voilà. Sur ce, je vois une question justement en parlant des personnalités, de la gestion, de l'intelligence relationnelle. Comment gérer les humeurs de chat frustré ou chat botté? Ah! Ah, ah, ah. Eh bien, comment on gère les humeurs? En comprenant déjà, ce qui se cache derrière ces humeurs-là. Il y a énormément d'outils, qui existent. Moi, j'ai envie de parler, peut-être, du guide que j'ai écrit avec, le blog Gestion de projet et qui parle de tout ça, hein, Sarah, qui Oui, s'appelle le guide pratique, de gestion des de la équipes gestion des projet. équipes. Mmh. Il y a beaucoup à dire effectivement sur l'intelligence émotionnelle et d'ailleurs, Emotia, ça veut dire émotion en ukrainien, c'est le nom de mon cabinet et vraiment c'est très important. Il y en a plusieurs au sein du café qui en ont déjà parlé, sur le fait que l'intelligence émotionnelle, c'est important. Et donc ça passe, pour le PMO par bien se connaître soi-même et comprendre ce qui se joue chez les autres. Donc voilà. La technique, c'est important, mais les compétences humaines, interrelationnelles, c'est très, très important et c'est souvent négligé, dans les entreprises aujourd'hui. Alors évidemment, l'objectif, de tous, c'est de retrouver de la zénitude et de l'épanouissement dans les projets. En tout cas, pour moi, c'est important qu'on puisse, de temps en temps, ronronner sur les projets, ne pas être tout le temps, les poils en broussailles, hein, tout le temps en crise, tout le temps les griffes, sorties, prêts à comment dire? À courir après les souris. On a aussi besoin, dans les projets de retrouver un peu de sérénité, d'épanouissement et que ces projets soient véritablement vécus, comme des aventures humaines, extraordinaires certes, et qu'on puisse, célébrer, tous ensemble à la fin du projet et durant le projet, les petites et les grandes victoires. Voilà. Et ça, effectivement, tout le monde en rêve. Bah, Oui, moi en tout cas, alors si on ronronnait tout le temps, je pense que je m'ennuierais, mais c'est important de trouver aussi du plaisir dans ce métier et dans les projets, parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps au travail et donc complètement. je Mmh. pense que voilà, il faut aussi kiffer ce qu'on fait. Exactement, tout à fait. Eh bien, puisque le Merci temps pour nous votre presse, écoute. Mmh. merci à toi. Donc je vais donner la parole à Tanguy Yes. pour, l'aspect de l'arrêt d'un Ouais. projet comme preuve de maturité. À toi Et la d'ailleurs, je parole. ferai le lien avec à peu près tout ce qu'on s'est dit, hein, notamment le PMO. Mais à la question, est-ce que mon entreprise a une certaine maturité de projet? Il y a un moyen très simple de le savoir. Les entreprises qui ont une très faible maturité, les entreprises ou les organisations, hein, n'arrêtent pas les projets. Parce qu'arrêter Mmh. un projet, c'est embêtant, c'est pénible. Et puis surtout, il faut quelqu'un qui lève le doigt et qui dise, je vais arrêter ce projet. Et là, quand il n'y a pas de maturité, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi est-ce que les entreprises arrêtent les projets? Ben, parce qu'elles ont besoin de respecter leur stratégie. Et un projet, a priori, il est lancé pour respecter, pour faire développer la stratégie de l'entreprise. C'est un peu le but, hein. Si on n'a pas de lien entre le projet et la stratégie de l'entreprise, il faut vous poser des questions parce que c'est quand même un peu la finalité. Alors, soit pour avoir de nouveaux produits, soit pour améliorer la rentabilité, améliorer l'organisation, améliorer la part de marché, tout ce que vous voulez. Et donc, quand un projet ne donne pas de résultat, par exemple, beaucoup de clients en R&D, quand ils développent des nouveaux produits, ils essayent. Et puis, au bout de 2, 3 mois ou un peu plus, ils se rendent compte que bah, il va coûter trop cher, que le PRI, donc le prix de revient industriel, par exemple, n'est pas atteignable, ou que la part de marché est trop faible, ou qu'il y a trop de risques réglementaires, parce que moi je travaille beaucoup de la santé, et dans ce cas-là, c'est une bonne idée d'arrêter le projet. Parce que continuer, ça veut juste dire qu'on va continuer à travailler et qu'un jour on l'arrêtera de toute façon pour une bonne ou une mauvaise raison. Mais la question, c'est qui l'arrête? Et donc ça, c'est un vrai sujet, et ça prouve d'ailleurs la maturité. On va passer à la slide suivante, si tu es OK, Sarah. Et en fait, les projets s'arrêtent, il faut un certain nombre de prérequis qui montrent la maturité. Euh, le premier, c'est qu'il faut l'arrêter avec des KPI. C'est pas un gars un matin ou une dame hein, qui arrive et qui dit: «Oh les gars, on va arrêter le projet parce que je le sens plus, quoi.»
c'est la même chose pour démarrer les projets, hein. Quand il y a quelqu'un qui arrive qui vous dit j'ai une idée géniale, on va démarrer un projet, c'est pas une bonne idée en général. Mais là, si quelqu'un arrive et vous dit bon, bah ouais, non, je ne le sens plus, on va l'arrêter, c'est pas cool. Donc il faut des KPI, des indicateurs de performance du projet ou du produit ou de quelque chose. Et ça prouve une certaine maturité. Quand vous ne savez pas ce que c'est qu'un KPI ou un indicateur projet dans une entreprise, bah, vous n'êtes pas sorti des ronces, hein, si vous me passez l'expression. La deuxième, il faut quelqu'un pour arrêter le projet. Et quelqu'un, c'est jamais une personne toute seule. C'est quelqu'un dans l'organisation de l'entreprise. Donc, Yasmina, et puis je crois Reda et Christophe aussi en ont parlé. Il faut un COPIL, un comité de pilotage, un steering, tout ce que vous voulez. Un arrêt de projet, c'est toujours collégial. Et donc, quand vous arrivez dans une entreprise ou une organisation, on vous dit c'est quoi un COPIL? C'est super, un pas bon indicateur que le projet existe dans cette entreprise, quoi. Et si les membres du CODIR, du COPIL ne sont pas au courant de leur rôle de sponsor, on en a parlé plusieurs fois, ça aussi, hein, c'est pas un bon indicateur. Donc, quand vous avez des KPI pour prendre des décisions, il faut une instance pour prendre des décisions d'arrêt. Donc, c'est la deuxième preuve de maturité. C'est le COPIL. Et le troisième, qui c'est qui va alimenter le COPIL avec des KPI clairs, consolidés pour faire l'arbitrage entre le projet A, le projet B et le projet C, c'est le PMO, dont on a déjà longuement parlé, Yasmina, il y a 2 minutes. Et le boulot du PMO, c'est d'arriver, de dire, bah voilà, on a toujours un temps R&D, on a le produit Tartampion machin, le produit Tintin et le produit Milou. Bah, on n'a pas les moyens de faire les trois parce que on n'a pas les ressources illimitées. Donc on va arrêter Milou parce que Milou, manifestement, au niveau prix de revient, au niveau part de marché, au niveau réglementaire, il n'est pas top. Et le PMO amène ces infos en plus neutres. Parce que si vous vous demandez à un chef de projet qui croit en son produit, s'il faut arrêter son projet, il vous dira toujours non, hein. Alors que le PMO, il va amener des données et ces données elles vont être arbitrées par un comité de pilotage et un sponsor et des membres de copie. Donc, très bonne question que vous pouvez poser pour savoir la maturité de votre entreprise, de votre organisation, c'est est-ce qu'il y a des comités de pilotage? Est-ce qu'il y a un PMO ou quelqu'un qui aide à faire prendre des décisions sur la gestion d'un portefeuille de projets? Et vous aurez déjà une bonne idée de la maturité de votre projet. En résumé, s'ils ne savent pas ce que c'est qu'un copil, ni un sponsor, ni un KPI, ni des choses comme ça, bah, c'est bien de commencer, hein, il faut commencer un jour, quoi. Donc voilà en ce qui me concerne. Alors, par rapport aux KPI, donc, il y a des Ouais, KPI quantitatifs, effectivement, qui ouais. peuvent être partagés par le PMO. Est-ce qu'il y a une Hum. place à donner au retour terrain, aux équipiers projets, aux utilisateurs dans une décision d'arrêt, Alors ça, c'est une bonne par rapport à question. des KPI qui sont purement financiers ou calendaires? Oui, alors, effectivement, quand on parle de KPI, moi je ne fais pas uniquement les KPI financiers. D'ailleurs, on peut regarder aussi, par exemple, les bilans carbone, hein, l'impact carbone des projets peut être aussi un KPI Mhm. intéressant. Et donc, ça sort la consommation d'eau, etc., le taux de recyclage des matières premières, etc. Ça aussi, c'est des sujets intéressants. Mais l'humeur des équipiers, ou en tout cas, alors je dirais l'humeur des équipiers pas prépondérante. Mais par contre, le ressenti des utilisateurs ou des Mhm. clients ou des usagers ou des patients, ça oui, c'est un indicateur qui est vraiment clé. Les équipiers, bah, ils sont plutôt, ils subissent plutôt que. Par contre, s'ils sont tous en guerre contre leur chef de projet ou que c'est la bérésina dans l'équipe, il faut peut-être mieux arrêter. Enfin, en tout cas, il faut se poser des questions, quoi. D'accord. Est-ce que autour de la table, vous avez des questions, des ajouts à ce sujet? Oui, un petit ajout, Sarah, au niveau d'arrêter le projet. Ensuite, il faut arrêter le projet. C'est aussi un process Oui, oui. et c'est un process, il faut libérer les équipes, il faut communiquer l'arrêt du projet, le pourquoi du comment, parce qu'on peut pas c'est un petit peu comme c'est comme une Un machine. deuil. Ouais. Voilà, s'il y a une machine, on s'arrête, ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain et c'est aussi un point important et la façon dont on arrête un projet est aussi Un indicateur. un indicateur de maturité de l'entreprise. Ouais. Quand il y a un process d'arrêt de projet, on est déjà sur du Oui, high level, hein. oui, Et qu'on fait une rétrospective, par exemple, ou on appelle ça, comment, j'ai perdu le terme, mais un post-mortem, j'aime bien le terme, un post-mortem Oui. pour faire des lessons learned et donc améliorer le projet, qui pourra être utilisé par le PMO d'ailleurs pour les prochains projets. On est déjà dans du avancer, quoi, hein, oui. je le confirme. Ça a Tout à l'air fait. contre-productif, hein, je crois, Tanguy. Il y en a plein qui doivent se dire, ah, mais il nous parle d'arrêter le projet. C'est vraiment très, très peu d'entreprises qui osent. Ouais, très peu osent, et pourtant on se retrouve avec des équipes, je peux vous donner des anecdotes par paquet de 10, des équipes qui souffrent
Parce que le projet, finalement, on sait pratiquement qu'il va jamais arriver au bout. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le projet, il part en sucette comme ça, là, pendant des mois, et puis un jour, il s'arrête, non pas parce qu'il a été arrêté, mais parce que l'électrocardiogramme est plat et les gens sont partis sur autre chose, et puis on dit, mais le projet, il est arrêté. Ah non, mais plus personne ne travaille. Bon. Et pour les équipes, c'est pas top, ça. Donc, il vaut mieux un bon arrêt à temps que laisser mourir des trucs. Après, c'est toujours embêtant, hein, mais on a En fait, 70% de réussite dans le meilleur des cas dans les projets. Hein, donc, on a toujours 10 à 20% d'arrêt. Donc, de toute façon, ça, Ben, ça reste élevé. il y a Benjamin là, qui vient de poser une question. Moi, j'aimerais bien y répondre. C'est que oui, on a fait une faisabilité au début de projet, mais en cours de projet, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Le marché, il est volatile, VUCA et tout ça. Il peut y Ouais. avoir des nouvelles réglementations, un concurrent, ou bien l'entreprise qui prend un coup dur. Il y a tout plein de choses, une fusion-acquisition. Donc, même si la faisabilité a été faite au début avec le ROI, ben, ça change hein, tout au long de la vie du Ouais. projet. Ouais, même exactement. si on fait tout bien, il y a des projets qui s'arrêtent. Hein, il y a pas. Mm. C'est la vie. Tout à fait. Est-ce que vous avez une dernière question, un dernier ajout? Alors que ce soit concernant l'arrêt ou d'une manière générale sur les autres points évoqués. Alors j'ai vu quand même le PMO revenir pas mal. Donc il y a beaucoup de PMO parmi nous aujourd'hui, ou en tout cas des professionnels qui aspirent à être PMO. Alors j'ai vu une question passer sur la question agile. Dans une organisation agile ou safe, est-ce que le PMO peut s'apparenter à un rôle agile? Donc je parle du Scrum Master ou au RTE. Alors, je pense que d'ailleurs, Alors, le Mirvette, PMO peut être oui. agiliste, hein, bien sûr. Bien sûr que c'est possible, en fait, dans une organisation hybride. Enfin, Et je vois. même dans le SAFE, là, vous m'avez parlé de RTE, mais il y a un autre endroit tout en haut du schéma du SAFE, par exemple, où c'est un gestionnaire de portefeuille. Donc, c'est un PMO portefeuille qui Mhm. est et qui va prioriser justement tout le backlog de tout le train, enfin, de tout le release train SAFE, quoi. Donc, oui, il y a des rôles qui s'apparentent et le PMO met tout en place Mm. avec un coach aussi, le coach agile aussi. Mm. D'accord. Et Euh, enfin, je vois une question intéressante. Quel est le rôle du chef de projet dans l'arrêt? Est-ce qu'il doit escalader? Est-ce qu'il a un rôle aussi plus peut-être d'influence sur le sujet? Ouais, si je peux répondre à ça, effectivement, il y a un rôle important du chef de projet. Euh, les, les- Son boulot, chef de projet, c'est demander des arbitrages. Quand il y a des problèmes dans les projets, il va demander des arbitrages, il va proposer des scénarios. Et normalement, c'est les membres du COPIL qui vont arbitrer et dire bah, ce projet. Alors les chefs de projet sont impliqués, ils y croient, hein, leur bébé, hein, donc ils vont le défendre, ils vont se donner beaucoup de mal pour trouver des solutions. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui va arbitrer pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein. Euh, mais en général, les chefs de projet sont plutôt favorables à continuer, ne serait-ce que par rapport à l'équipe, parce que c'est compliqué de fermer un projet un peu brutalement. C'est un aveu d'échec, et puis il n'y a pas de deuxième chance, on le rouvre rarement. Donc, ouais, ils ont un rôle à jouer. Euh, mais en général, c'est pas eux les plus fervents défenseurs d'arrêter le projet. Et ça se comprend, sauf si ça se passe très très mal. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, ils ont un rôle à jouer. Et surtout, ils ont un rôle, comme le disait Christophe, d'accompagner les équipes, de faire un débriefing et de dire merci aux équipes, quel que soit le résultat du projet. Il faut toujours dire merci aux équipes. Enfin, sauf si vous êtes en conflit avec votre équipe, mais ça c'est autre chose, faut faire un peu de coaching. Mais sinon, les équipes se sont données, ont travaillé, ont fait ça en mhm. plus de leur boulot, donc il faut leur dire merci, 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 et essayer de comprendre qu'il a bien fonctionné. Vous remettre un petit peu en cause aussi en vous disant que finalement, peut-être que vous n'avez pas été si parfait, donc qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Euh, ouais, ils ont un rôle à jouer. Mais c'est pas souvent eux qui décident d'arrêter, c'est plutôt les comités de pilotage. Oui, tout à fait. Bah, disons que Merci. Oui. c'est une décision qui est jamais agréable à prendre et C'est clair. on parle de conduite du changement, mais finalement, c'est un deuil à faire de tout le travail fourni par le passé. Moi, je l'ai déjà vu sur des cadrages de projets qui s'apparentaient eux-mêmes à un projet tellement le cadrage et l'étude de faisabilité étaient importantes, où au bout de 6 mois, on a eu par exemple un no-go pour aller plus loin.
malgré tout ce qu'on avait fait, les démonstrations, etc. Et c'est vrai que l'émotion, moi, qui me venait, c'était ah, mais bah, c'est du gâchis peut-être, de la tristesse par rapport à l'investissement qu'on avait eu et tout. Puis finalement, quelques années après, eh ben, constater que nos études, nos dossiers et tout ça étaient ressortis et qu'on avait avancé différemment, peut-être en faisant des découpages différents, etc. Donc, moi, je pense que c'est toujours apprenant pour l'organisation. C'est jamais un échec en fait. Au pire, on apprend et c'est, enfin, en tout cas, c'est ma vision du sujet, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait un deuil à faire en fait. Et puis un deuil de cette équipe qui se dissout aussi. Hein. C'est pas toujours Oui, tout simple à fait. quand c'est brutal. Quand on a un jalon de fin, on s'y prépare. Quand c'est brutal, ben c'est un deuil à faire. Donc on est encore dans la courbe du changement en fait. Merci Tanguy pour cet Oui, tout apport à sur fait. le droit d'arrêter qui est pas si souvent que ça abordé. Hein. Merci à vous. Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre une dernière question. Alors, pour ceux qui posent des questions plus généralistes, on ne manquera pas de vous envoyer toute la documentation. Et d'ailleurs, pour ceux qui posent des questions auxquelles on a déjà répondu, vous retrouvez les réponses dans les replays. J'ai pris une question de Abdelhafid. Dans la majorité des entreprises, la planification se fait projet par projet. Il n'y a pas de système global qui permet une coordination transversale de tous les projets. Cette approche limite la gestion cohérente des ressources et empêche l'élaboration d'un budget consolidé fondé sur les budgets individuels. Est-ce que ça reflète une carence en compétences managériales, tant en gestion de projet qu'en gouvernance, ou bien le choix, ou bien l'absence de PMO avec ses compétences techniques et managériales? Est-ce que quelqu'un voudrait réagir parmi nos chers panélistes? Mhm. Moi, je vais bien entamer la discussion, mais en général, dans la maturité des entreprises, elles commencent par faire des projets isolés. Hein. C'est normal. Hein. D'abord, elles commencent Mhm. par lancer un en faisant un minimum, puis après, elles en font un deuxième, puis elles lancent un peu en vrac. Et donc, il n'y a pas de coordination. Et puis un jour, elles se Mm. rendent compte qu'elles ne peuvent pas tout faire, elles se plantent. Et donc, elles commencent à dire, ah, il faudrait gérer un portefeuille de projets. Alors, le mot arrive, alors qu'avant, on n'avait que des projets, arrive la notion de portefeuille. Et puis, comme il y a des portefeuilles, ben, arrive derrière les PMO, ce qui est la suite logique. Donc, c'est plutôt c'est pas un travers, c'est un niveau de maturité Ouais. C'est un processus de maturité qui est c'est acquis ça. au fil du temps, de l'expérience. Ouais. Ouais. Parce que, Une comme ce suite que tu viens logique. d'expliquer, Mm. c'est une suite logique. Ouais, voilà. Et après, Ouais. on commence à travailler sur des projets stratégiques avec différents niveaux. Ça dépend de la taille aussi de l'entreprise. Plus l'entreprise va grandir, plus elle va aller chercher d'autres projets, de nouvelles migrations, de changements de RP, en fonction de ses besoins. Par exemple, si on prend le cas d'une entreprise pharmaceutique, on va parler de distribution, on va parler de production, on va parler de processus d'achat, etc., de vente. Voilà. Et on va mettre en place chaque différent projet avec un but, mais le tout avec un seul objectif à la fin, qui est de vendre ses produits. Oui, tout à fait. Le résultat escompté. Mm. Voilà, voilà. Si on parle de projet, bien sûr, IT, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Donc, je voyais aussi, on va venir nourrir l'AMDEC de nos échecs pour pouvoir mieux rebondir plus tard. Donc, l'AMDEC, c'est une analyse des défaillances d'un produit. Donc, je pense que ce serait plus les lessons learned, le bilan projet qui viendrait constituer notre rétex pour prévenir d'éventuels futurs échecs, peut-être. Oui, exactement. Et quand on parlait de rétrospective tout à La l'heure, rétrospective, ouais. et, en fait, Mhm. tout ça, les leçons learned, moi, sachez que je pense que la capitalisation est très difficile et aujourd'hui, on a du mal, justement, même après des. Je pense que c'est pour ça qu'on utilise la rétrospective parce que l'agilité a trouvé un moyen fun aussi. Il y a différentes méthodes de faire en sorte que les équipes vont renseigner ces lessons learned, les archiver, que d'autres chefs de projet vont pouvoir aller récupérer les connaissances. Mais pendant longtemps, j'ai eu l'impression que on Ça, c'est vrai. capitalise pas. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui ont travaillé sur un ancien projet, ben, on allait les voir. On n'avait pas une base où on avait toutes les lessons learned ou bien ce petit réflexe en début de chaque projet de dire mais quels sont les retours d'expérience des autres projets. Mais aujourd'hui, ça avance et l'agilité avec la rétrospective, je pense que ça le fait de manière à ce que les équipes trouvent, c'est une bonding expérience un petit peu. Et
aiment jouer le jeu et ça leur permet aussi de se rapprocher, d'avoir une cohésion, ce qui fait que les projets d'après vont pouvoir mieux s'y reporter à ces lessons learned. Oui, tout à fait. Merci pour ce mot de la fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Donc, on s'est permis de déborder vu la richesse du sujet et effectivement la pertinence aussi de vos questions. Nous vous donnons rendez-vous lors d'un prochain live et nous vous remercions encore une fois de votre présence et aussi remercions nos chers panélistes pour leur intervention riche et très Plaisir. pertinente. À très Merci à bientôt. tous. Vous recevrez Merci, le bonne replay. soirée. Au Merci à tout le revoir. Au monde. revoir.